Bonjour à tous pour cette première vidéo du bilan qui sera consacrée au flop film. Alors c'est un petit peu le rituel pour chaque youtubeur en fin d'année. Vidéo qui sera suivie mercredi du top, les films que j'ai le plus aimé, et une troisième partie qui sera consacrée dimanche prochain au bilan de la chaîne sur l'année 2020 et si tout se passe bien, les attentes pour 2021. Aussi, comme vous pouvez le voir, l'année a été un petit peu compliquée suite au Covid, ce qui fait que j'ai voulu m'attarder sur 5 films en particulier plutôt que un top 10, sachant que j'en ai vraiment gardé 5 en tête auxquels j'ai vraiment pas adhéré. Du coup, je trouvais beaucoup plus pertinent d'en garder que 5 et puis bon, c'est le flop, c'est pas censé être la montagne du fun. Vous avez également dans la description la timeline si vous voulez switcher, vous voulez pas entendre ce que je dis et juste savoir le classement. Sachez bien sûr que c'est un classement personnel avec les films que j'ai vus, donc ça sert à rien de dire ah t'as oublié de mettre ce film là ou ce film là. Soit je l'ai pas vu, soit tout simplement je l'ai pas assez détesté pour le mettre dans le classement. Maintenant que ça c'est dit, passons au flop 2020 de votre cher Mr Cult. En 5e position, Nightmare Island réalisé par Jeff Wadlow. Seul film du classement que j'ai pas traité sur la chaîne cette année, Nightmare Island ou Fantasy Island dans son titre américain, tu vois, sachant que les deux titres sont en anglais, mais bon, aucune logique, est une adaptation d'une série des années 70 qui s'appelait L'île fantastique, où en gros le concept c'est que tu avais des gens qui allaient sur une île qui est un petit peu magique où chaque rêve que tu voulais puisse se réaliser, sauf qu'à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas et il fallait régler le problème. Et la série est aussi surtout connue pour ses acteurs parce que outre le gérant de l'île, t'avais aussi son second qui s'appelait Tattoo, qui était un acteur nain qui est devenu très populaire par la suite. D'ailleurs ils en font une mention dans le film à la fin qui est juste à chier. Et en soi avec un tel concept ça pouvait être vachement intéressant parce que bah tu arrives sur l'île, t'as ton rêve qui se réalise et il y avait moyen de faire quelque chose vraiment d'intéressant. Et je trouve que le potentiel est gâché. Parce que la série originale c'était fantastique, mais il y avait aussi un petit peu une dose d'humour et d'aventure. Là, ils ont quand même vendu le film comme un film d'horreur. Ça fait pas peur. En plus, le film, quand il est sorti en DVD Blu-ray, ils nous l'ont sorti avec une director's cut de 10-15 minutes, soi-disant un peu plus non censurée. Et j'ai regardé un petit peu les scènes qu'ils ont rajoutées, elles servent pas à grand chose. En plus, je trouve que les personnages, leur motivation en tout cas, sont assez basiques. T'en as une qui veut revoir son ex parce qu'il y a 5 ans, il lui a demandé en mariage et elle avait refusé. Deux autres qui veulent faire la plus grosse fiesta de leur vie. T'en as une aussi qui se venge d'une meuf qui la faisait chier à l'école. Et le dernier auquel je suis un peu plus investi, c'est un mec, en fait, il revient un petit peu à l'époque de la guerre du Vietnam et en fait il est avec son frère qui était mort durant cette guerre. C'était un petit peu le segment, c'est le segment le plus réussi, en fait celui auquel j'étais le plus investi. Mais au-delà de ça, je trouve que le côté divertissement est pas terrible. Comme j'ai dit, pour un film d'horreur, parce qu'on nous l'a vendu, hein, vous voyez l'affiche, t'as une île avec un squelette, on l'a vendu comme un film d'horreur, ça fait pas peur. Et le truc c'est que comme j'ai dit, avec un tel potentiel, parce que c'était quand même un gros budget, bon c'était pas 100 millions de dollars, mais il y avait quand même du budget pour les effets spéciaux, pour l'univers que tu avais à créer. Et franchement, c'est assez basique et c'est pas très intéressant ce que l'histoire nous propose en termes de thématique et en termes de personnages. Sachant qu'à côté de ça, au niveau des retournements de situation, tu vois tout venir à des kilomètres, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va survivre. Donc c'est un produit bas de gamme sur le cinéma d'horreur, de divertissement qui clairement ne me plaît pas. Après, il est que 5e parce que, comme j'ai dit, il y a quand même un segment auquel j'étais le plus investi. Et si on le regarde en termes de juste divertissement, c'est pas mauvais. Par contre, si on a une exigence un peu plus haute, c'est pas ça, voire très décevant, en tout cas pour ma part. En 4e position, Free From Hell de Rob Zombie. J'ai toujours défendu Rob Zombie parce que depuis Lord of Salem que j'avais beaucoup apprécié, les derniers films, il y a eu une grosse partie, en tout cas une grosse communauté de ses fans qui avait commencé un petit peu à délaisser son cinéma et je pouvais comprendre. Déjà Lord of Salem, même si je l'avais adoré, je pouvais comprendre ce qu'on lui reprochait et 31 pour moi c'était plus un plaisir coupable. Mais là clairement avec Free From Hell, il est pas défendable. Et surtout ce qui m'énerve c'est parce que c'est le 3e volet d'une saga qui avait très bien commencé avec La Maison des Mille Morts et surtout The Devil Reject qui était un pur chef-d'œuvre. Presque 15 ans d'attente et à la fin tu te dis mais tout ça pour ça, quelle déception. Les personnages, la famille Firefly, dans The Devil Reject t'avais ce côté vraiment dérangeant parce que tu commençais à t'attacher à des connards, mais voilà il y avait ce côté, t'avais des scènes qui arrivait à te mettre de l'émotion sur des personnages qui étaient vraiment dérangeants et ça rendait l'expérience vraiment déstabilisante. Là, tout le film
te montre des personnages comme de leur pire côté, et c'est ça pendant tout le film où tu as vraiment ce message, tuer des gens c'est fun, et ça va pas plus loin que ça. Et du coup à la fin, ben, le méchant qui est aussi salaud qu'eux, mais où tu comprends sa motivation parce qu'ils ont tué son frère dans le deuxième, ben, limite t'es un petit peu de son côté parce que ben, tu suis des personnages pendant presque 1h50, en plus le film il est long, auquel t'as aucun attachement. Alors que dans les épisodes précédents, tu les aimais bien ces personnages parce qu'ils avaient ce côté loufoque, c'était des tueurs certes, mais tu avais ce côté vraiment dingue qui sortait quoi. Là le film est pas défendable et je trouve que on commence à être dans une impasse dans le cinéma de Rob Zombie parce que tu vois un petit peu l'univers qu'il veut dépeindre depuis ses premiers films et je trouve qu'il a du mal à se renouveler. Donc là, vraiment, s'il veut pas perdre ses fans, va falloir vraiment qu'il change un petit peu son cinéma. Parce que là, on est vraiment dans une impasse. En troisième position, Artemis Fowl de Kenneth Branagh. Who do you think you are? I'm the next criminal mastermind. Now look around, this is what they call greatness. C'était pas bien. C'est tout ce que j'aime pas dans Disney actuellement. C'est vraiment de produire, essayer de te créer une nouvelle saga populaire pour les enfants, qui est un petit peu, on vous a vendu un petit peu le film comme la succession de la saga Harry Potter, ben, ça a clairement pas le niveau. Même les deux premiers Harry Potter qui avaient ce côté enfantin, c'était quand même beaucoup plus mature que Artemis Fowl. Et Kenneth Branagh, je suis désolé, mais vraiment depuis Thor, moi il m'a perdu. Je veux dire, quand tu voyais dans les années 90 qu'il te faisait, il t'adaptait Hamlet, il t'adaptait Frankenstein, là je suis désolé, depuis Thor, il avait fait quoi aussi, le truc avec Hercule Poirot, d'ailleurs il y a une suite qui est prévue. Enfin, moi, son cinéma, j'en peux plus. Je trouve qu'il sait plus filmer correctement, il sait plus traiter ses personnages correctement. Je trouve que l'univers de Artemis Fowl, un truc avec des elfes, enfin, t'as ce côté fantastique qui aurait pu être vachement intéressant. Il n'est pas exploité et je trouve que s'il y aurait eu des suites, je me dis mais qu'est-ce que vous voulez développer de plus là-dedans? Parce que c'est d'un basique en termes d'univers, en termes d'enjeux, en termes de thématiques. Ajoutez à cela que les effets spéciaux pour un film qui a coûté quand même assez cher, je les trouve assez dégueulasses. Je trouve pas les acteurs assez investis. L'acteur principal, je suis désolé, j'arrive pas. Je sais que c'est un petit peu sévère de dire ça sur un gosse qui a 10 ans, mais je suis désolé, des jeunes acteurs prometteurs, t'en as déjà vu avant et à leur âge, c'était beaucoup plus impressionnant. À côté de cela, c'est vraiment très mauvais en termes de divertissement et pour un produit Disney, je veux dire, on a quand même mis un paquet de thunes là-dedans, il y avait quand même moyen de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. T'as un univers qui te permet plein de possibilités et je trouve que l'esthétique, la mise en scène n'est pas à la hauteur de ce que le film peut proposer. Après, en termes d'adaptation, j'ai pas lu les romans et je compte pas les lire parce que si c'est un petit peu en accord avec le film, ben, j'ai 30 ans et j'ai passé l'âge. Et à côté de ça, pour la politique de Disney, j'ai vraiment du mal parce que outre les remakes live, ce qu'ils adaptent en original, ben, je trouve qu'ils prennent les pires sujets, quoi. Donc Artemis Fowl, je crois qu'il doit être encore disponible sur Disney+, mais personnellement, je ne vous le conseille pas. En deuxième position, Bloodshot, réalisé par David Wilson. You know nothing about men like me. That is absolutely fantastic. Là pareil, c'est vraiment une grosse déception parce que je me suis dit tiens, un nouveau type de super-héros parce que ben, le monde du cinéma est quand même dominé par DC et surtout Marvel ou encore Dark Horse avec Hellboy, mais là je me suis dit tiens, encore une nouvelle boîte de prod qui essaie de faire ressortir ces super-héros au cinéma, ça, surtout avec un côté un peu plus violent et mature. Pourquoi pas? Mettre Vin Diesel dans le rôle principal, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais ça montre juste que je suis désolé, mais si c'est pas du Fast and Furious, déjà que c'est du saga assez bas de gamme en termes d'action, ben Vin Diesel il est plus investi. Je suis désolé, il y a 15-20 ans, il essayait de proposer des projets un peu plus variés, et là c'est vraiment les pires projets qu'il accepte. Ajoutez à cela que le côté super-héros est pas spécialement mis en valeur, que les scènes d'action sont pas terribles. Je veux dire, la seule scène vraiment que je garde, c'est la scène au moment où il est dans un tunnel. T'as un travail de couleur qui peut être assez intéressant, mais ça va pas très loin non plus. Le film veut jouer un petit peu sur les boucles temporelles où en fait tu te rends compte que on lui a injecté des nanotechnologies pour développer ses pouvoirs et en fait on a un petit peu joué sur sa mémoire, ce qui fait qu'en fait t'es sur plusieurs boucles temporelles qu'en fait on l'utilise pour tuer différentes personnes. Sauf qu'à un moment c'est plus cohérent, tu sais pas est-ce que je suis en train de regarder la bonne boucle
boucle temporelle ou c'est encore un truc qui est dans sa tête, ça devient n'importe quoi. Le personnage de Vin Diesel n'est pas très intéressant et il n'est pas attachant. Et même en termes de pouvoir, c'est pas très impressionnant. Et même sans avoir les pouvoirs de Superman, à travers une certaine mise en scène, il y a moyen de mettre ses pouvoirs vachement en valeur et ça le fait pas. Donc clairement, surtout qu'avec le paysage super-héroïque qui est très en avant dans le monde du cinéma, il y avait moyen un petit peu de renouveler le genre. Et ça le fait pas, et c'est dommage. Avant de passer vers le premier, je fais une petite section mention déshonorable, donc les films qui auraient pu être dans le flop, mais qui n'y sont pas parce que il n'y a pas la place, ou tout simplement c'est plus des déceptions que de vrais mauvais films, ou tout simplement aussi parce qu'il y a certaines qualités qui fait que je peux pas les mettre dedans. Dans la liste, il y a Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax, The Grudge de Nicolas Pecce. Alors je suis désolé, mais les films de fantômes avec les filles aux cheveux longs, va falloir arrêter, hein, que ce soit The Grudge, The Eye ou Ring. Ça fait plus peur en 2020. D'ailleurs, celui-là, j'ai failli le mettre dans flop. J'aurais très bien pu le mettre à la place de Nightmare Island, mais le truc, c'est que, comme j'ai dit, The Grudge et Ring, ces films-là, ces suites ou remakes américains, je les attends pas, ces films. Nightmare Island, j'avais un peu plus d'attente. The Grudge, je l'attendais comme de l'an 40. The Boy 2, La malédiction de Brahms de William Brent-Bell. Antebellum de Gérard Bush et Christopher Renz. Mulan de Nicky Caro. The Craft Legacy de Zoé Lister-Jones. Capone de Josh Trank, celui-là il était chiant. Rabbit de Jen et Sylvia Soska. Et pour finir, et ça va faire grincer les dents certains, Tenet de Christopher Nolan. Alors, Tenet, c'est pas un mauvais film. C'est juste que ça a été quand même le seul gros blockbuster de l'année. Et puis Nolan, forcément, il y a de grosses attentes. Et pour moi, c'est plus une déception qu'autre chose. Parce que je trouve que voilà, déjà en termes de scénario, ça va dans tous les sens. En termes de divertissement, c'est pas impressionnant. Je suis désolé, mais la scène où tu as l'avion qui explose, j'ai pas été impressionné. Je veux dire, les plans qu'il choisit ne mettent pas la scène en valeur. Et je trouve aussi que Christopher Nolan, depuis qu'il écrit plus ses scénarios avec son frère Jonathan qui est parti sur des séries, ça se sent parce que je pense que Christopher Nolan, il avait l'idée de base, le concept, et son frère était là un petit peu pour travailler la cohérence de l'univers. Et là, le problème, c'est que comme il est tout seul, en plus c'est Christopher Nolan, il a une certaine légitimité. Il n'y a plus personne qui peut lui le contredire, tu vois. On peut pas lui dire non, ça t'enlève, ça t'enlève. Je suis Nolan, je fais ce que je veux. Et ça se voit à l'écran. Après, comme j'ai dit, je ne le mets pas dans le flop parce que il y a quand même certaines qualités. C'est Nolan, il sait filmer. J'ai pas de problème avec ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le mettront dans le top, dans leur top en tout cas. Et je peux comprendre. Sauf que moi, c'est plus une déception. Donc voilà, ne le prenez pas mal. Il n'est pas mal réalisé. En tout cas, pas comme le premier du classement. En première position, The Demon Inside de Perry Reginald Theo. You need to stop all this now. Alors ce film, j'ai failli l'oublier, mais finalement, quand j'ai fait le flop, je ne pouvais pas l'oublier parce qu'en fait, ça a été le premier film que j'ai vu quand les cinémas ont réouvert au mois de juin. Voilà, c'était le 22 juin, je vais envie, tiens, les cinémas ont réouvert, je vais voir ce qu'il y a en salle. Et je me dis, ah, The Demon Inside, un film d'horreur, pourquoi pas? Et premier film que je regarde à la réouverture des cinémas, pire film de l'année pour moi. C'est vraiment tout ce que j'aime pas dans le cinéma d'horreur. C'est vraiment un produit bas de gamme qui, encore 40 ans après, s'inspire un petit peu de l'Exorciste, mais c'est vraiment plutôt le côté exorciste du pauvre. Ce côté où on pense que le fils est sous l'emprise d'un démon et finalement ça veut fausser les pistes, mais ça fait pas peur, ça le fait pas bien. Le film par contre, il abuse pas forcément de jumpscare. Il veut plutôt à la base te créer une ambiance, sauf que l'ambiance est foirée. À aucun moment tu es mis mal à l'aise. La créature, elle est juste dégueulasse. Les acteurs ne jouent pas très bien. Et vraiment de la peine pour l'acteur principal qui essaie de porter le film à lui tout seul, mais c'est difficile quand tu as un scénario qui est aussi mal écrit. Donc clairement, pour moi, c'est ce que je n'aime pas dans le cinéma d'horreur. C'est vraiment un produit bas de gamme. Et en plus, c'est vraiment ça. C'est le genre de film qui a rien à foutre dans une salle de cinéma, quoi. T'aurais pu le sortir en direct ou DVD si tu veux, mais pas en salle de cinéma, quoi. Il y avait beaucoup mieux à sortir en salle. Après, peut-être ils se sont dit, bon, c'était la réouverture des cinémas, bon, on a un catalogue de films, allez, vas-y, on met ça, on met ça, on met ça. Oh, The Demon Inside, bon, pour ceux qui aiment les films d'Europe, peut-être qu'ils vont aller regarder. Mais ça valait pas le coup. En tout cas, The Demon Inside est le pire film de l'année pour Mister Cult. Voilà, ce flop 2020 est fini. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre flop 2020 pour un petit peu comparer. Pour nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos du bilan, le top 2020 et la troisième partie consacrée au bilan de la chaîne en 2020 et les attentes pour 2021. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.